On va commencer par quelques chiffres, parce que c'est les chiffres qui vont nous intéresser. N'hésitez pas si vous avez des questions au milieu à nous poser, il n'y a pas de souci, on peut échanger. Voilà, boum, direct, j'y vais, le salaire annuel moyen. Alors ça, c'est le salaire annuel moyen en France, parce que notre questionnaire était à l'international, mais on s'est concentré ici sur la France, et j'ai filtré aussi par CDI, parce qu'évidemment, comparer des CDI avec des chefs d'entreprise ou des freelances, c'est pas forcément toujours très relevant. Ensuite, évidemment, on a une différence de salaire en fonction de son expérience. À moins de 5 ans d'expérience, on est à 31K, à peu près en moyenne. Hein. C'est une moyenne nationale. Hein. On n'a pas regardé la moyenne par région, hein, on va y venir tout à l'heure. À partir de entre 5 et 10 ans d'expérience, on retourne à 39K, qui correspond assez logiquement à la moyenne. Et par contre, après plus de 10 ans d'expérience, là je parle toujours en termes de CDI, là on est à 50K. Donc ça commence à monter et tu me disais qu'on pouvait tout à fait voir plus. Là c'est une moyenne nationale. C'est vrai que vous, Urban Linker, vous êtes surtout en Ile-de-France, donc la province fait baisser la moyenne. Voilà. Ou là, on l'inverse. L'âge moyen, c'est 35 ans. Entre parenthèses, on a tendance à vieillir d'1 an par an, à peu près, mais un peu moins quand même. Voilà. Non, mais j'ai fait quand même pas mal d'études de data pour ça quand même. Hein. Non, mais un peu moins d'1 an. Dire que c'est vrai qu'il y a quelques années, on était à 30, 34, 33, 32, mais on est voilà. À chaque fois, c'est assez marrant. C'est à peu près 9 mois qu'on vieillit. Ce qui est logique parce qu'il y a des gens qui rentrent dans le métier, il y a peu de gens qui sortent. L'expérience moyenne, donc des gens en tout cas qui ont répondu à notre enquête, c'est 7 ans d'expérience en moyenne. Donc on commence à avoir pas mal de gens avec donc, évidemment bien plus de 7 ans, hein, des Olivier Andrieux qui ont 50 ans d'expérience en SEO, bon, j'exagère un petit peu. Mais alors après, on a forcément un biais aussi par rapport aux répondants, hein, concrètement, parce que les gens qui ont répondu, c'est des gens qui nous connaissent. Quelqu'un qui rentre dans le métier, il ne connaissait pas forcément le SEO Camp, étrangement, donc parfois il n'a pas forcément répondu. Donc peut-être qu'on a un peu ce biais-là, le biais d'ancien en fait. Voilà. Mais bon, en tout cas ça vaut ce que ça vaut, mais c'est intéressant de voir que l'expérience quand même a tendance à monter. Et je vais te passer la tête. Yes. Donc l'état du marché aujourd'hui, il est assez particulier parce qu'on vient de passer 2 ans un peu étranges. Donc du coup aujourd'hui on est sur un marché qui est bien relancé. On en reparlera un petit peu après de l'année dernière. Globalement, on peut dire que là, en ce moment, il y a beaucoup de postes dispo, même presque trop, par rapport aux candidats qu'il y a actuellement enclins à bouger. Il y a plein de raisons pour ça, mais par contre, là, les entreprises, il faut vraiment qu'elles se mettent dans un autre mindset, qu'elles puissent être ultra réactives. C'est-à-dire que quand vous avez un bon candidat, bah, c'est pas la peine de se dire « Ok, je vais comparer avec 3 autres parce que je veux être sûr que… » En fait, si vous pensez que vous l'avez, le bon candidat, il faut y aller. Il faut pas perdre de temps, il faut savoir se vendre aussi. On n'est plus dans ce milieu très old school où c'est que au candidat de se vendre. Clairement, j'insiste là-dessus, l'entreprise aussi doit bien se vendre. C'est vraiment de la séduction mutuelle et donc ça, c'est le mode dans lequel on est aujourd'hui. Et donc voilà, donc que vous soyez candidat, bah, tant mieux pour vous, vous avez plein d'opportunités, donc c'est probablement votre moment pour bouger. Par contre, soyez pas non plus des divas, et ça on en parlera un peu après. Tu as quelque chose à dire, Sébastien? Ouais, là pour le coup en tant que recruteur, parce que je recrute aussi, alors plutôt au niveau data analytics, c'est quand même lié, et là mais carrément, enfin, c'est très difficile de recruter, et quand je fais un entretien, bah, j'essaie de vendre ma boîte aussi, quand je vois que les personnes sont intéressantes, tu sais, on est bien. Hein. Voilà. C'est important, et après, oui. Faut que je parle plus près. D'accord. Donc là, la crise sanitaire, elle a beaucoup touché tout le monde, malheureusement, et les agences et les annonceurs, comment est-ce qu'elles ont été touchées différemment? Différemment, pourquoi? Parce que les agences, bah, principalement, elles ont perdu leurs projets clients, forcément. Donc elles ont pas mal licencié, beaucoup de licenciements économiques et de chômage partiel. Chez les annonceurs, un peu moins. Ils ont surtout gelé les recrutements. Surtout, nous, on se travaille beaucoup pour les startups, donc clairement, ils ont des plans de recrutement parfois assez énormes qui ont tous été gelés pour X temps. Et souvent, ceux qui sont partis, c'est plutôt les derniers arrivés, mais sinon, il y a eu un peu moins de départs, je dirais là-dessus. Par contre, oui, effectivement, on est sur un marché qui est assez pénurique en ce moment, suivant la typologie de candidats. Les techs, c'est toujours un peu le cas, et les profils SEO notamment, c'est aussi le cas.
Par rapport à la situation du Covid, on avait justement posé une question, parce qu'on c'était il y a 6 mois, donc on était quand même déjà en plein Covid, et puis avec un petit peu de recul aussi sur le Covid pour le coup, un peu au milieu. Donc on a posé la question de quel a été l'impact en fait du Covid sur votre travail en fait. Donc là c'est pour l'ensemble des répondants, c'est pas pour les CDI. Globalement les SEO ne craignent pas vraiment la crise, hein, puisqu'il y a 34% quand même dont l'activité a été boostée par la situation. No comment. Voilà, et donc il y a 33% qui n'ont rien à signaler, donc il y a quand même assez peu qui ont subi une perte d'activité, un peu de chômage partiel, mais c'est pas par rapport à d'autres secteurs, on est quand même plutôt sauvegardé, j'ai envie de dire. Très peu de faillites, hein, pour le coup. Pas encore en tout cas. Alors maintenant on va passer plutôt aux spécialités SEO. C'était la première fois qu'on posait la question, je crois, cette année dans le questionnaire, et on voulait savoir un peu quelles étaient les spécialités SEO qui donnaient le plus de salaire, en fait, donc qui montrent aussi un intérêt, en fait, globalement, en tout cas une rareté, parce qu'on va supposer que un salaire haut est synonyme de rareté sur le marché de l'emploi. Et donc par rapport aux 5 spécialités qu'on a retenues, donc il fallait les classer de 1 à 5, là on a pris ceux qui avaient mis entre 1 et 2 en termes de priorité. Donc le dev d'outils SEO en moyenne 53K, hein, c'est quand même beaucoup, et netlinking le moins. Alors, netlinking et contenu n'ont pas une grosse différence, 36-37, on va retrouver assez fréquemment comme approche. Le linking et le contenu sont un peu moins bien payés que la partie technique et UX de manière générale, et dès qu'on arrive dans la partie purement technique, le dev d'outils SEO évidemment touche beaucoup plus. C'est aussi beaucoup plus compliqué, hein, cela dit. Voilà. Petite, non, c'est pas anecdote, c'est pas anecdotique parce que c'est quand même assez important, mine de rien. C'est la différence femmes-hommes, beaucoup plus d'hommes dans la salle, mais clairement les hommes touchent plus, hein, 41K contre 35K, donc il y a quand même 6K de différence. Alors on peut dire oui, les femmes elles ont moins d'expérience. C'est vrai que les femmes ont moins d'expérience dans le SEO que les hommes en moyenne, en tout cas dans notre réponse, mais même à expérience équivalente, c'est mort. Les femmes elles touchent moins, et alors cette année j'ai un peu moins fait, mais l'année dernière je l'avais fait, j'avais cherché plein de segments possibles pour essayer de trouver quand même un segment où les femmes gagneraient plus que les hommes, et statistiquement je n'ai retrouvé rien d'intéressant. Enfin il n'y a pas de, il y a partout en fait, on pourrait espérer que c'est pas le cas dans un milieu qu'on espère ouvert, mais clairement les femmes gagnent encore clairement moins que les hommes, comme souvent malheureusement. Au niveau des régions, les franciliens, mais ça c'est comme chaque année depuis qu'on fait l'enquête, hein, gagnent plus et beaucoup plus que d'autres régions. Là, le centre Val-de-Loire a bien augmenté. Donc voilà la petite courbe. Donc si vous vivez en Bourgogne, vous avez quand même, entre la Bourgogne et l'Île-de-France, vous avez quand même 24 différences à l'année. C'est quand même assez énorme. Cela dit, quand on regardait les loyers, c'est un peu la même chose. Donc voilà. Peut-être que tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Oui, tout à fait. Concrètement, ce que recherchent aujourd'hui les recruteurs, nous, on voit de plus en plus, j'ai de plus en plus de clients, pour parler de cas concrets, qui recherchent des profils avec une vraie expertise SEO, qui maîtrisent vraiment tout ce qui est les 3 fondamentaux, donc sémantique, technique et popularité, ce que j'entends le plus souvent dans mes clients. Mais à la fois, ils ont envie de candidats qui soient capables d'aller gérer des leviers paid pour pouvoir les propulser à des postes en acquisition et pouvoir aller gérer après des équipes derrière et recruter tout le poste, tout le pôle gros hacking. Donc voilà, ce qu'ils aiment bien comme CV, c'est les gars qui viennent, alors les gars ou les filles bien entendu, qui viennent de boîtes à la Cdiscount, lesfurets.com, United Credit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a énormément de requêtes sur Google là-dessus, et donc du coup, il y a beaucoup de produits différents, il y a des champs sémantiques assez larges, et du coup, ils sont habitués à gérer un nombre de mots-clés incalculables, etc. Donc ça, c'est des boîtes qui plaisent bien. Par contre, c'est des gens généralement qui sont plutôt bien payés et qui, pour les faire partir, il faut vraiment avoir un top projet derrière. Et ça peut être assez difficile. Donc voilà, donc moi, ce que je recommande, c'est effectivement avoir cette expertise bien établie sur le SEO, mais par contre, être au moins curieux d'aller regarder un petit peu les leviers qui se passent à côté.
C'est intéressant ce que tu dis sur ces discounts avec la masse de mots-clés, parce qu'on voit que l'outil, le type d'outil où on gagne le plus, c'est les outils type Big Data. Alors là, c'est des outils, on posait la question de la fréquence d'utilisation d'outils, c'est les gens qui, donc la moyenne des salaires en CDI, des gens qui utilisent Big Data, enfin les outils Big Data, une fois par jour ou une fois par semaine en moyenne, de manière générale. C'est pareil pour les autres types d'outils. Donc clairement, c'est tout ce qui est technique. Hein, encore une fois, un big data, analyse de log, c'est ça qui en rapporte le plus. Scraping un petit peu, comme vous pouvez le voir. Puis après, des outils d'analyse de la concurrence. Et puis après, j'ai pas mis, mais pour le coup, plutôt moins que la moyenne en fait, des outils de contenu et étonnamment des outils de, enfin, je dis étonnamment pour ma part, d'outils de tag management comme GTM. Les gens qui utilisent tous les jours n'ont pas forcément plus payé que d'autres, loin de là. Dire deux choses. C'est toi qui voulais. C'est moi qui parle. D'accord. Donc au niveau des soft skills, on s'est posé la question au niveau des autodidactes. Alors, il y a peut-être un petit biais que les autodidactes sont légèrement plus anciens, souvent, parce qu'on constate qu'il y a de moins en moins d'autodidactes au fur et à mesure des années. Mais pour le coup, ils ont un salaire moyen bien supérieur à la moyenne de 43K. Donc c'est probablement qu'ils apprennent plus de choses et que c'est aussi la curiosité en fait d'apprentissage et un élément recherché par les recruteurs. Et en termes de soft skills vraiment pur et dur, au-delà du fait d'être autodidacte, je dirais qu'après, ce que demandent les entreprises, c'est des choses assez généralistes concrètement, hein, contrairement à des sales, par exemple, où ça peut être un peu différent. Là, ce qu'ils vont vraiment rechercher, c'est des gens curieux, qui vont pouvoir aller regarder un peu ce qui se passe ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, d'autres leviers. C'est des gens qui vont pouvoir faire sans arrêt de la veille, de voilà, quelles sont les nouvelles choses, qu'est-ce qui se passe dans le marketing, être passionné du digital. Et ça, c'est un truc qui revient tout le temps. Ils veulent des gens vraiment passionnés par le monde, qui soient cultivés sur ce milieu-là. Et qui s'enferment pas dans « Ok, bah, moi je suis expert SEO et en fait bah, je reste sur du SEO et je regarde pas ce qui se passe ailleurs, je regarde pas les innovations, etc. » Donc ça, c'est des choses qui reviennent sans cesse. Maintenant, sur un profil marketing, je dirais que les soft skills sont assez larges et on est assez ouvert aux personnalités différentes, quoi. Au niveau de l'avenir du métier, donc il y a encore un bel avenir potentiellement, puisque 47%, c'est même plus que ça, parce que j'ai oublié d'enlever les nuls, enfin ceux qui n'ont pas répondu à la question, donc pour ceux qui ont répondu, ça fait encore plus. Donc il y a quand même bien plus de la moitié des SEO qui considèrent que le métier est en pleine croissance. Et il y en a assez peu qui pensent que le métier va vraiment ralentir, ou quasiment pas, qui pensent que le SEO n'existera plus dans 5 ans. Donc c'est plutôt encourageant en fait sur l'avenir du métier. Ah, très intéressant. Sur les grands axes des 5 prochaines années, donc on demandait, je crois, les 5 axes principaux que les gens devaient classer. Clairement, l'expérience utilisateur, alors, je vais vous lire. Le premier, c'est l'expérience utilisateur. Le deuxième, l'analyse sémantique. Le troisième, la performance, la rapidité des sites. Après, netlinking, maillage interne, compatibilité mobile, données structurées, recherche vocale, analytics, feature snippets, analyse de log, et bon, voilà, après c'est des petits trucs. Les PBN tout en bas, pour le coup. Enfin, on joue autour de Google News, Google Maps et Google AMP, qui a toute fin, le HTTPS à la fin, mais bon, tout le monde a un HTTPS maintenant, donc c'est vrai que l'intérêt est limité. Mais c'est assez marrant de voir l'expérience utilisateur aussi haut, et c'est vrai que ça a fait poser même des questions. C'est vrai qu'on a beaucoup de sponsors en netlinking, c'est très bien, mais c'est vrai qu'on a très peu de sponsors en expérience utilisateur, alors que c'est le futur du SEO. On le voit avec les Core Web Vitals en partie, et c'est des choses qui, à mon avis, en termes de business, peuvent vraiment être un gros axe de développement pour les SEO. Voilà. Au niveau du recrutement, puis on arrive bientôt à la dernière slide, on a posé aussi la question comment les gens avaient trouvé leur emploi. Donc la majorité des gens ont répondu à une offre d'emploi. Après il y a un peu de recommandations, etc. On a voulu voir croiser avec l'âge. Donc pas grand chose d'intéressant avec l'âge, si ce n'est que évidemment quand on est suite à un stage, bon, on est jeune en moyenne, mais surtout avec le salaire fixe. Donc clairement quand on crée sa propre boîte, c'est là où on touche le plus. C'est assez logique. Là, j'ai pas filtré par CDI, donc c'est l'ensemble des réponses. Et après, évidemment, le cabinet de recrutement,
quand on passe par un cabinet de recrutement, on est plutôt bien payé. Donc c'est plutôt une bonne chose. Par contre, la mobilité interne dans l'entreprise, étrangement, ça n'a pas été énorme, mais bon, c'est pas non plus énormément de réponses. Hein. Cette réponse n'est pas non plus ultra représentatif. Voilà. Donc là, c'était les derniers chiffres en fait qu'on va vous montrer. Après, on va parler un petit peu de recrutement et du CV. On va continuer à prendre des données de ça. On va essayer d'écrire des articles régulièrement, notamment en faisant des comparaisons d'une année sur l'autre. On n'a pas eu le temps de s'en occuper, mais on a maintenant un bel historique. Donc surtout si vous avez des questions, mais aussi même globalement des interrogations en se demandant moi je me demande comment ça se passe, est-ce qu'il y a de plus en plus de gens en agence, ou quels outils sont utilisés par les agences versus les annonceurs. On a posé plein de questions, donc il y a vraiment moyen d'exploiter tout ça. La limite, c'est presque l'imagination parfois et le coup et la motivation d'aller exploiter la donnée. Donc on est beaucoup plus motivé quand vous venez nous poser des questions. Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer un petit message à contact SEO Corp ou emploi@SEO Corp et on se fera un plaisir d'aller regarder ça, éventuellement d'écrire un article et de vous fournir des informations par rapport à ça. C'est aussi un peu ça le but de l'association. Alors, parlons un peu maintenant de candidats. Je ne sais pas quelle proportion il y a ici de potentiels candidats ou de chefs d'entreprise, mais peu importe, je pense que ça peut toujours servir à tout le monde à un moment donné dans sa vie. Comment faire un CV? Des CV, nous on en voit tous les jours, parfois des dizaines et des dizaines, très différents, et honnêtement il n'y en a pas beaucoup des bons. Donc je vais donner quelques tips pour faire un CV, un bon CV qu'on va regarder. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous recruteurs, on passe 10-15 secondes à regarder un CV maximum. Donc c'est comme le SEO, faut vraiment faut vraiment se mettre des mots-clés en fait. Donc ce qui va être hyper important pour nous, c'est de voir en un coup d'œil dans quelle boîte vous avez bossé, pendant combien de temps, à quel poste, et un peu en mode bullet points, quelles ont été vos missions, avec des mots-clés en gras qu'on puisse regarder en biais. Et ce qui est ultra important, que ce soit dans le SEO ou dans toute autre fonction, c'est de mettre des chiffres. Peu importe quoi, mais essayez d'en mettre, d'objectifs que vous avez réalisés ou autres, peu importe, c'est hyper important. Et vraiment faire des bullet points, pas des phrases longues, on n'a pas envie que vous racontiez votre vie, il faut vraiment aller à l'essentiel. Ça c'est ultra important, et peu importe si vous avez 2 ans ou 15 ans ou 30 ans d'expérience, un CV c'est sur une page et pas 2. Et ça, on voit tout le temps des gens qui font 2 pages et c'est vraiment too much. Donc ça je dirais que c'est les fondamentaux d'un bon CV, c'est pas la peine d'en faire trop. Voilà, mon conseil c'est que c'est pas la peine d'en faire trop. Et pour les entretiens, qui est toujours un exercice difficile, on a beau s'y préparer, on réussit jamais à 100%. Ce qu'il faut, c'est vraiment bien se renseigner sur la boîte. Ça paraît hyper classique comme conseil, mais en vrai, faut vraiment le faire de manière assez profonde. Aller chercher les concurrents, aller chercher plein de choses, les outils qu'ils utilisent, le CRM, enfin voilà, c'est des choses assez basiques. Et en fait, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est la fiche de poste. Et en fait, là, le but pour vous, ça va être de prendre la fiche de poste et de faire le parallèle avec ce que vous savez faire. Et de pouvoir dire aux recruteurs, bah voilà, vous recherchez ça, bah moi je sais faire ça, ça, ça. Et en fait, vous allez directement mettre en avant ce qu'ils veulent entendre. Ce qui va être le plus important. Je veux juste un truc par rapport à ça, parce que j'ai retrouvé régulièrement dans des lettres d'embauche que j'ai reçues, ne pas non plus faire un copier-coller de la fiche de poste, parce que la personne qui me copie-colle en gros ce que je vais demander, bah, d'accord, ok, mais reformule au moins quand même, le gars. Bien sûr. Ah oui, ça par contre, oui, il faut évidemment reformuler avec son propre vocabulaire, etc. Évident. Mais oui, c'est vrai que j'imagine qu'il y en a qui font un peu l'erreur. J'imagine. En tout cas, dans une interview comme ça, parlez pas trop longtemps, soyez concis, allez à l'essentiel. Partez pas dans les détails pendant des minutes et des minutes, sauf si on vous le demande. Ça, c'est indispensable parce que parfois on fait du storytelling et en fait, ça intéresse pas le recruteur, on perd son attention et après c'est fini. Donc voilà. Ce qu'il faut prendre bien en compte aussi, c'est qu'aujourd'hui les boîtes, elles embauchent plus juste des compétences professionnelles, elles embauchent des personnalités à compétences professionnelles. Donc c'est aussi important de montrer qui vous êtes, arrêtez de penser qu'on est en process de recrutement, donc il faut complètement mettre de côté qui vous êtes, ce que vous aimez et ce que vous représentez. Dans les boîtes, notamment nous, on le voit beaucoup avec les startups, les valeurs comptent beaucoup. Et donc il faut que le recruteur en face de vous se dise « Ok, il peut être en adéquation avec les valeurs de ma boîte ». Voilà. Autre conseil aussi, ne pas, parce que j'ai eu le cas dernièrement d'un candidat qui est allé demander... dès le premier entretien, du coup, c'est quoi mes avantages, c'est quoi mon salaire, est-ce que j'ai les tickets resto,
bah moi le client il m'a appelé en me disant ok en fait c'est un peu no go quoi, genre on pose pas ce type de questions à un premier entretien, non je le conseille pas non plus. Laissez le recruteur venir vers vous à ce sujet-là, ou alors attendez un peu les phases finales d'entretien, et c'est là où je mettrai en avant l'avantage de passer par un cabinet. C'est que du coup, nous, on sait ce que recherchent nos clients, donc en fait, si on vous contacte, si on est en lien avec vous, on vous donne forcément une fourchette du salaire que vous allez potentiellement avoir sur ce poste-là, et donc là, ça vous met les idées un peu plus claires sans avoir à poser la question. Je crois que c'était une dernière slide, on va passer à la question mug. Ah, oula, oula, il y a déjà une réponse, tu sais. Non, parce que j'ai pas. Ça, c'est 39K, c'est le salaire moyen d'un SEO en France. Mais là, moi, j'ai filtré. Parce que bon, je dis, ça va, les gens, ils retiennent 39K, ça va. Moi, je veux que vous essayiez de deviner combien gagne un SEO, mais pas n'importe quel SEO, le SEO qui vient au SEO Campus. Ouais. Plus. Moins. Moins. Plus de 44. 46, c'est la dame là-bas. Je sais pas où est le mug, par contre, Michael, help, le mug. Le mug, dès qu'on va en avoir un, tu en auras un. Voilà, parce que je ne sais pas où il est quelque part. C'est ça. Alors après, j'ai pas encore vraiment regardé, il y avait plein de biais, comme toujours, au niveau de l'expérience, au niveau de notre base aussi. On a, je sais plus, 30% des gens qui ont répondu qui étaient déjà venus à un événement sur le campus. Sur le campus Paris, je crois, j'ai mis. Voilà, donc... Est-ce que vous avez des questions, des remarques ou des interrogations? Oui, vas-y. À un moment donné, tu parles de Big Data, SEO Big Data. Tu parles de quoi comme type de mission? Tu parles de BigQuery, Data Lakes, etc. Je ne sais pas. La question, c'était, parmi ces types d'outils, lesquels vous utilisez le plus... la fréquence d'utilisation. Okay, et il y avait outils de Big Data, je ne crois pas qu'on ait mis d'exemple entre parenthèses, et c'était soit tous les jours ou une fois par semaine. Et c'est à partir de ça que j'ai fait la moyenne. Mais je ne sais pas après ce que les gens ont entendu par Big Data. C'est toujours le problème, hein, c'est comme analyse de la concurrence. C'est quoi, SEMrush, SEO Observer, qu'est-ce qu'on entend derrière, mais c'est pas évident de mettre des exemples derrière, parce que c'est pas non plus mettre des frontières aux outils qui sont utilisés, qui sont souvent des outils déjà assez généralistes. Donc j'ai pas la réponse malheureusement. D'autres points, des questions? Qui a répondu à l'enquête emploi ici? C'est tout? Ah, et vous venez quand même gratter de l'info. Ah là là. C'est fou ça. Est-ce qu'il y a des questions dans le live éventuellement? Oui, vas-y. Ah, le top du top. Alors, je ne sais plus cette année si j'ai viré le top du top. L'année dernière, je l'avais viré parce que franchement, il avait un an d'expérience et gagnait plus de 200K par an. Ouais, bullshit. Donc, on vire un peu les résultats bidons. J'ai aussi enlevé ceux qui gagnaient 0. Les moins de 10K, en fait, je les ai virés parce que bon, sinon ça te casse un peu ta moyenne. C'est des stagiaires, tout ça, bon, ou des freelances qui gagnent rien. C'est un niveau moyen, ça me plaît pas. Non, il y a des gens qui gagnent 100, 150K. Il y en a de plus en plus en fait chaque année. Souvent, c'est quand même des freelances en fait, globalement, qui peuvent avoir des bons niveaux comme ça. Et je vais regarder, alors c'était pas cette année, mais j'ai regardé l'année dernière, au niveau des bacs, quel bac en fait gagnait le plus en moyenne. Et c'était les bacs pro qui gagnaient le plus, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de réponses, mais les quelques personnes qui avaient fait bac pro et qui étaient SEO, c'était autodidacte et ils avaient leur propre site et gagnaient un max. Et donc forcément, ça a augmenté artificiellement, enfin artificiellement pas vraiment d'ailleurs, mais ça a augmenté la moyenne. Je trouve ça intéressant. Une belle revanche sur les clichés qu'on peut avoir. Alors je sais pas cette année, je vais pas vérifier, mais bon, oui. Ouais, carrément, ouais. Tu veux savoir? Ouais. Attends. Il y a entre 7 et 15% généralement à peu près. Je vais faire la moyenne. Est-ce que j'ai ça? Oui, c'est l'agence qui paye moins. Après, il y a quelques agences maintenant, dont je ne citerai pas le nom, qui se sont alignées sur les salaires annonceurs pour justement les garder, parce que sinon, en fait, ils restent pas longtemps, quoi. Attends. Est-ce qu'il y a une accélération des recrutements SEO chez les annonceurs?
Moi, je dirais que j'en ai vu un peu plus cette année qu'avant. Après, ça fait pas des millions d'années que je fais ce métier-là non plus. Mais en vrai, si, on en voit un peu plus dernièrement. On a plus de besoins de clients, comme je le disais tout à l'heure, qui veulent quand même des profils acquisition, mais qui aient une vraie expertise SEO. 37 cas chez l'agence, contre 39 en moyenne. Sachant que j'ai mis agence aussi web design, création de site web, si je les vire, je mets que les purs SEO, enfin SEO et digital marketing. Ça peut être changé un petit peu, enfin peut-être, hein, c'est pas sûr. Voilà. Non, 37, ça change pas grand-chose. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais. On a des réponses aussi à l'étranger. Là, je ne sais pas. Bon, moi, j'en ai peut-être certaines réponses que j'ai inclus, mais là, pour les salaires, je ne les ai pas inclus parce que ça fait pas mal de changements, hein. Les Suisses, ils gagnent plus, les Tunisiens, ils gagnent moins, hein, enfin, habituellement. Il y en a qui s'en sortent bien. Mais voilà, on n'a pas assez de réponses encore à l'étranger, donc au Québec, au Belgique, tout ça, pour pouvoir vraiment en tirer des conclusions et faire des comparaisons. Mais ce serait très intéressant. On pousse pour avoir un peu plus de visibilité sur cette enquête-là, au Maghreb, en Belgique notamment, mais, et au Canada aussi. Voilà.